Tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux à nous suivre sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans cette autre représentation de l'émission Star. Comme vous le savez ici, notre mission c'est de vous aider à déplumer l'actualité guinéenne avec beaucoup plus de responsabilités. Ceci pour vous permettre notamment de prendre position avec connaissance de cause sur les sujets de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Aujourd'hui encore, nous parlons de politique dans cette émission, alors qu'il semblait notamment annoncer son retrait avec la présidentielle du 18 octobre dernier, en pro avec une notamment fronde à l'interne, et d'ailleurs avec le départ de beaucoup d'acteurs politiques notamment qui ont composé ce mouvement. Le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, est de retour devant la scène politique en Guinée ce lundi 22 mars 2021. Les responsables du front dressé contre un troisième mandat d'Alpha Condé feront une annonce à cet effet. Il faut dire que selon les informations, cette fois-ci, la lutte du mouvement ne consistera pas seulement de s'opposer au troisième mandat d'Alpha Condé. Il agira dans notre combat social qui sera mené en dehors notamment des partis politiques, a précisé un des responsables du FNDC. D'ailleurs, il déclare que ce mouvement pourrait plutôt se consacrer aux enjeux nationaux, entre autres la justice sociale, l'injustice et la démocratie en Guinée. Que dire notamment de cette annonce, notamment du FNDC qui semble marquer son retour sur la scène nationale? La question, ça sera dans cette émission. Il faut également au menu de ce numéro de l'émission Star, comme nous parlerons de cette destitution annoncée du chef de file de l'opposition, Elhadji Mamadou Sylla, avec la mise en place d'un collectif parlementaire qui s'annonce du côté de l'Assemblée nationale. Quelle est également la position du cabinet de Mamadou Sylla? Aussi, la réponse à cette question, ce sera dans cette émission. Mais aussi, on reviendra notamment sur cette annonce du gouvernement, notamment du Premier ministre, Dr Kassory Fofana, qui laisse présager une éventuelle augmentation du prix du carburant en Guinée. D'ailleurs, le Premier ministre demande aux Guinéens de se préparer car les mois prochains seront durs pour la population guinéenne. Que dire également de cette autre annonce du gouvernement guinéen? La réponse, ça sera dans cette émission. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bienvenue dans votre émission, la tribune de l'actualité guinéenne dans Starcom. Merci de votre constance et considération à cette émission et à cette télé Star 21 TV. Aujourd'hui, avec moi sur ce plateau de l'émission Starcom pour déplumer ensemble les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette émission. Monsieur Bahouri, président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG. Il est également membre du cabinet du chef de file de l'opposition, Elhadji Mamadou Sylla. Monsieur Ba, tout le plaisir est pour moi de vous avoir de nouveau dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bienvenue. Merci de m'avoir invité et c'est un plaisir de me retrouver sur votre plateau. Alors, il faut dire que vous étiez parmi l'un des rares leaders de la scène politique guinéenne, notamment qui s'oppose d'ailleurs notamment à cette fermeture prolongée de nos frontières. Il y a également cette autre annonce qui vient aussi présager cette sérénité dans l'aspect social de la Guinée aujourd'hui, qui suscite assez de débats et assez d'inquiétudes. C'est cette éventualité d'augmentation du prix du carburant. D'ailleurs, le Premier ministre, Dr Kassory Fofana, demande aux Guinéens de serrer la ceinture car les mois prochains seront durs pour les Guinéens. En tant qu'opposant, comment est-ce que vous avez déchiffré tout cela? Bon, vous savez, ce sont des choses que personnellement j'avais déjà annoncées il y a plus de 3 mois et ce sont des situations que nous avions envisagées comme perspective du fait de l'année 2020 qui a été une année particulièrement troublée sur 2 plans. Le premier plan, c'est cette crise pandémique qui a fait que le monde entier est en récession, y compris notre pays. Le second plan, c'est la situation politique qui a été très heurtée, très violente durant l'année 2020 avec cette crise en ce qui concerne l'aspect constitutionnel, les législatives et les présidentielles. Donc l'année 2020 a été une année particulièrement difficile et nous sommes entrés dans l'année 2021 avec les stigmates de l'année 2020. Ouais. Au lieu de tourner définitivement la page de l'année 2020 en ce qui concerne les difficultés qui sont générées par l'action publique, nous les avons renforcées avec la fermeture très prolongée des frontières de la Guinée avec certains pays limitrophes, dont le Sénégal, la Guinée-Bissau. Avec la Sierra Leone, la réouverture a été très récente, ça fait même pas
3 ou 4 semaines de cela. Donc tout cela a impacté l'activité économique dans notre pays, a contribué à élargir la pauvreté et à mettre les populations dans un contexte particulièrement difficile. Mais ce qu'on ne comprend pas par rapport à l'État guinéen, c'est que dans les chiffres macroéconomiques, on nous parle d'une certaine stabilité de l'économie nationale, mais sur le plan social, ça ne se ressentit pas sur le panier de la ménagère. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce paradoxe, selon vous? Bon, vous savez, je veux être très clair. Les chiffres, tout dépend du sondage que vous organisez. Si le sondage est limité à quelques aspects sur lesquels vous avez une maîtrise, il va de soi que ce sondage va donner des chiffres qui vous confortent que vous êtes dans une bonne dynamique. Mais par contre, si vous n'avez pas organisé, disons, les réseaux de statistiques de manière profonde sur l'ensemble du territoire national pour avoir une photographie de la réalité à l'instant T de la situation dans les différents domaines, il va de soi que vous ne pourrez pas, en fonction de quelques chiffres qui sont limités, vous ne pourrez pas avoir une donnée. Mais quand même, exhaustive. c'est fait quand même par des institutions, pas des moindres. On parle notamment de la Banque mondiale qui a fait son dernier rapport. Est-ce qu'on ne peut pas douter de la capacité et de la façon de ces institutions à mener notamment ces enquêtes de sondage sur la stabilité de l'économie nationale? Moi, je trouve que notre pays, par exemple, en ce qui concerne les mesures de l'inflation, ça fait plusieurs années que l'indice, disons la base, qui aurait dû être changée depuis les années 1990, cet indice, la base n'a pas évolué. Et la base tient compte, disons, des changements de comportement de la population, de sa manière de consommer, des nouveaux produits qui existent pour essayer de faire, disons, un conglomérat qui permet d'évaluer la montée ou la baisse des prix sur le marché national. Mais depuis un bon bout de temps, cette base n'a pas du tout évolué. Et bon, je dis ça avec réserve, puisque la dernière base telle que je la connaissais, elle date pratiquement de la fin des années 90. Et la base en 2020, c'est-à-dire près de 30 ans après, lorsque vous vous appuyez sur une base qui n'est plus d'actualité, oui, vous ne pourrez pas avoir des chiffres qui reflètent exactement le niveau d'inflation dans le pays. Sur les autres agrégats qui entrent en ligne de compte par rapport à la qualification de l'évolution macroéconomique de notre pays, ou la question du chômage, c'est avec quels moyens peut-on mesurer le chômage dans notre pays? Il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas d'enregistrement effectif de la population active. Et nous n'avons pas fait de recensement général de la population, là aussi depuis près de 30 ans, si ce n'est pas depuis 1996, si ma mémoire est bonne. Donc, en d'autres termes, les moyens permettant de jauger l'état de notre économie sont obsolètes et ne peuvent pas nous permettre de dire avec exactitude les chiffres tels que bruts qui ressortent sont conformes avec la réalité d'aujourd'hui. Alors, il faut dire quand même qu'on pouvait imaginer cette situation parce qu'on sait que les deux élections que la Guinée a connues en 2020 ont été presque faites à coup de billets de banque. C'est notamment le projet de changement de la Constitution, le référendum et puis l'élection présidentielle. Ça a fait quand même, ça a coûté assez d'argent à l'État. Et alors, aujourd'hui, après l'augmentation du prix du pain, également le prix des denrées alimentaires aux autres qui connaissent une flambée extraordinaire dans les marchés, on nous miroite désormais cette éventualité d'augmentation du prix du carburant, alors qu'à l'international, le baril du pétrole n'est pas aussi stable en termes notamment d'inflation. Alors, quelle lecture faites-vous de cette éventualité d'annonce d'augmentation du prix du carburant à la pompe en Guinée dans les mois à venir? Bien, avant de parler de l'augmentation éventuelle du prix du carburant, il faut que nos compatriotes comprennent dans quelle situation nous sommes. Ça ne date pas d'aujourd'hui.
Nous avons préconisé, depuis des années, de procéder à une réforme pour briser les rigidités structurelles de notre économie. Mais en réalité, rien n'est fait. Vous ne pouvez pas parler de performance si les structures pour mobiliser les recettes intérieures ne sont pas réformées en profondeur. Je m'explique. Par rapport à l'assiette fiscale pour les impôts, beaucoup de poches susceptibles d'engranger des recettes pour l'État n'existent pas. Ça, c'est par exemple la taxe foncière, par exemple la taxe de l'habitat. La taxe de l'habitat permet aux communes de se financer et de pouvoir mener des activités et des projets allant dans le sens de l'amélioration du cadre de vie. Ce n'est pas fait. Vous avez des entreprises formelles, quelques entreprises formelles, une petite poignée, qui payent des taxes et des impôts. Mais l'écrasante majorité de notre économie, la force de l'économie nationale repose sur le secteur informel. Ce secteur informel produit près de 70 à plus la création de richesses nationales dans le pays. Et à ce niveau-là, le système fiscal n'est pas opérationnel. Tout se fait au gré de poche en poche. Je veux simplement dire, les recettes publiques, de ce point de vue, ne sont pas collectées dans le cadre du Trésor national, mais s'il y a collecte, c'est uniquement des échanges entre des agents économiques et des agents des services fiscaux, et donc ça n'impacte nullement. Donc ça ne rentre pas dans le circuit financier de l'État. Ça n'entre pas dans le circuit financier de l'État. Ouais. Et avec ça, un État qui n'a pas les moyens de mobiliser suffisamment de recettes intérieures n'a pas les moyens de sa politique, n'a pas les moyens de faire un projet et se dire l'année prochaine je ferai telle chose parce que les ressources existent. Donc c'est toujours comme le père de famille qui chaque matin se dit que vont manger mes enfants à midi. Il n'est pas sûr de pouvoir avoir la recette ou la ressource permettant de donner à manger à ses enfants. Donc, il ne peut pas envisager le futur en se disant, dans une semaine, je vais construire telle chose ou je vais envoyer tel enfant pour faire telle école. Ce n'est pas possible. L'État guinéen vit cela depuis des années et des années. Parce que les dirigeants ne se sont pas donné les moyens de changer de manière profonde la structure économique telle qu'elle a toujours fonctionné. Alors, quelle est votre lecture sur cette annonce d'éventualité d'augmentation du prix du carburant? Vous savez, pour être clair, à multiples conséquences, parce que qui parle d'augmentation du carburant, c'est... Si l'État ne génère pas de recettes, ou ces recettes qui sont générées par l'économie ne rentrent pas dans les caisses de l'État, cet État sera toujours pauvre et va insister sur l'augmentation des taxes et impôts sur ce qu'il maîtrise. La seule chose que l'État guinéen, l'une des rares choses que l'État guinéen maîtrise, c'est le secteur pétrolier. Parce qu'on connaît la quantité de pétrole qui rentre, donc on peut dire on taxe en fonction du tonnage. Donc vous avez déjà, sans presque bouger, vous avez des recettes qui rentrent effectivement dans les caisses de l'État. Donc c'est la raison pour laquelle, devant toutes les difficultés financières, au lieu d'aller dans le sens des réformes, on utilise le moyen le plus simple, c'est-à-dire augmenter le prix du carburant. Donc là, on est sûr, avec le tonnage qui rentre... Ce qui veut dire que les populations payent les frais de la gabegie financière. Bien sûr, ça c'est au niveau des recettes. Au niveau des dépenses, c'est autre chose. Parce qu'une dépense bien utilisée par la puissance publique, c'est une dépense soit d'investissement, soit de fonctionnement, mais qui permet également de faire fonctionner l'économie, et l'économie fonctionnant correctement, de manière transparente, ça permet à l'État aussi d'engranger de nouvelles recettes parce qu'il y a des activités qui se créent. Mais si tout est opaque, si c'est fait de la manière la plus, j'allais dire, dans un désordre total, dans une opacité, il va de soi que l'État guinéen ne sera jamais en mesure de satisfaire les intérêts de la population, de faire des projets pour le futur en ayant les ressources
de manière autonome pour nous permettre de sortir du sous-développement. Et là, il faut que les choses soient dites. M'augmenter toujours le prix du carburant sans réformer et changer la politique monétaire de manière drastique, sans revoir en profondeur la politique budgétaire, sans revoir la structure des services qui gèrent l'économie du pays, les finances publiques, on aura toujours chaque année augmentation du prix du carburant, des crises sociales, une inflation importée plus l'inflation générée par l'intérieur du pays, et la Guinée ne s'en sort pas. Ça fait 60 ans qu'on continue dans cette lancée. Alors aujourd'hui, au regard notamment de cette annonce, notamment du Premier ministre, Dr Kassori Fofana, on a droit de se poser notamment cette question. Est-ce qu'il faut dire désormais que tout ce qui nous a été dit comme slogan présidentiel, notamment changement, à gouverner autrement et autres, et ce qui veut dire aujourd'hui, l'État, en termes de prédisposition, n'a pas une autre formule permettant à la Guinée notamment de faire face à cette crise sanitaire, mais également, et ça renvoie également à d'autres peurs, parce que l'augmentation du prix du carburant est synonyme d'augmentation du prix des denrées de première nécessité dans les marchés. Il y a également ces soulèvements populaires, comme vous le dites tout à l'heure, notamment au niveau social, notamment les écoles et autres, risquent notamment de prendre le pays en otage. Donc, qu'est-ce qu'il faut craindre pour l'avenir de ce pays? La situation est difficile. Je n'ai pas attendu les déclarations aussi bien du président que du Premier ministre pour alerter sur les risques que nous avons. Déjà, auparavant, il y a l'aide internationale qui aurait pu suppléer au déficit en ressources intérieures au niveau de la puissance publique. Aujourd'hui, ces recettes externes ne sont plus... On ne peut plus les attendre parce que les États... Le monde entier est confronté aujourd'hui à une pandémie. À une crise pandémique, mais également ça a généré une crise économique. Chaque État a ses propres problèmes. Et ça fait que l'aide budgétaire ne sera plus comme elle était, même si de temps en temps il y a de manière symbolique quelques aides, mais ce n'est pas suffisant. Donc, au lieu de prendre les taureaux par les cornes, c'est-à-dire nous reposer la question, mais pourquoi on ne s'en sort pas? Pourtant, on a des richesses qui existent. Pourtant, on a une population laborieuse. Pourtant, on a des cadres susceptibles de frayer la voie pour une meilleure performance du circuit économique. Mais pourquoi on ne s'en sort pas? Pourquoi le budget du Sénégal fait 3 ou 4 fois le budget guinéen? En d'autres termes, je veux dire que l'État sénégalais est 4 fois plus performant que l'État guinéen. Pourquoi l'État ivoirien fait 7 à 8 fois le budget de la Guinée si on libelle les budgets au niveau de la même monnaie? C'est parce qu'ils se donnent les moyens de revoir en profondeur leur structure économique. Et nous n'avons jamais, de manière sérieuse, de manière durable, nous ne nous sommes pas donné les moyens de réformer avec sérieux et efficacité le mode de fonctionnement de notre économie. Et vous l'avez compris, c'est la gouvernance Alpha Condé, au XXIe siècle notamment, décliné ici par M. Baouri, président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG. On va marquer une coup de pause avant de revenir dans cette émission pour parler désormais du Front National pour la défense de la Constitution qui semble faire son comeback au devant de la scène politique en Guinée. Mais ça sera juste après ça. Merci pour votre considération et fidélité à cette télé, mais plus particulièrement à cette émission Starcom. Il faut le dire que c'est l'émission qui a pour mission de vous aider à déplumer l'actualité guinéenne, ceci pour prendre une position avec beaucoup plus de responsabilité sur les sujets de la Guinée. Alors, Monsieur Ba, on va parler notamment dans cette deuxième partie de l'émission. Il faut dire que on estimait quand même que le front n'était plus d'actualité avec notamment la réélection du professeur Alpha Condé, mais également le départ de plusieurs membres, pas de moindre fondateurs de FNDC, mais la semaine dernière, le week-end passé, le front semble s'annoncer plus du côté social, et cette fois-ci, et d'ailleurs il y a des actions phares qui semblent s'annoncer dans ce sens. Alors vous qui avez appartenu au FNDC, est-il possible de parler de l'existence du FNDC aujourd'hui en Guinée?
Bon, je pense que c'est une autre version du FNDC, peut-être qui est en gestation. Je trouve que c'est dommage parce que il y a plus d'un an de cela, bien avant même le mois de mars 2020, nous avions indiqué qu'il faut envisager un élargissement du champ du FNDC. La question de la Constitution, elle est très limite. Elle ne répond pas de manière suffisante aux préoccupations des populations. Les populations ont des problèmes de la demande sociale, c'est-à-dire les difficultés de vivre, la question du chômage, les questions sociales telles qu'elles sont vécues. Donc pour vous, le FNDC n'existe plus en tant que tel? Non, je ne peux pas dire que ça n'existe plus en tant que tel, mais il y a des velléités de se réformer et d'utiliser, disons, le symbole FNDC pour refaire autre chose. Bon, c'est toujours mieux de le faire que de ne rien faire. Alors, il faut dire quand même que cette fois-ci, la lutte du Front dressé contre le troisième mandat d'Alpha Condé ne consistera pas seulement de s'opposer au régime d'Alpha Condé. Il s'agira d'un combat social qui sera mené en dehors des partis politiques, a précisé un des responsables du FNDC. D'ailleurs, il fait également notifier que ce mouvement pourrait plutôt se consacrer aux enjeux nationaux, entre autres la justice sociale et l'injustice et pourquoi pas la démocratie. Alors, est-ce que là, on peut dire que le FNDC a fait l'erreur de s'accoupler avec des partis politiques et qui a fait qu'aujourd'hui, le Front prend conscience de cette nécessité de se départir de vous, hommes politiques, qui, selon certains, a détourné les vraies missions du FNDC? Vous savez, nous avons un problème dans ce pays. Nous avons une crise qui est profonde, une crise qui interpelle aussi bien le politique que les forces sociales de manière générale et les forces de la société civile. Tout est confondu. Et la question politique qui a l'air d'intéresser beaucoup de gens, elle est très superficielle. On s'intéresse beaucoup plus à Alpha Condé, Alpha Condé, Alpha Condé, Alpha Condé, Alpha Condé. Ce n'est pas ça qui va régler les problèmes de la Guinée. Il faut se poser les vrais problèmes, tant sur le plan politique que sur le plan social et économique. Et donc, nous ne prenons pas suffisamment le temps d'aller en profondeur. Et c'est pour cela que les luttes sont des luttes au fil de l'eau. Dès qu'il y a des changements brusques de stratégie de la part d'un des partenaires, c'est comme si il faut recommencer tout à zéro. Je veux être explicite. La question de l'organisation, des organisations syndicales se pose avec acuité. Le contexte nécessite que tout le monde revoie leur stratégie, se remette en cause et repense la question comment faut-il être engagé au niveau de la société civile, au niveau des partis politiques, au niveau des syndicats, dans le contexte des années 2020 et autres. Mais quand même, pour le cas du FNDC, parce que c'est vrai que c'est un mouvement d'un côté social, mais pour celui qui regarde un peu le contenu, parce qu'on parle de défense de la Constitution, est-ce que l'erreur, après notamment tous ces mois, est-ce que l'erreur n'était pas que le fait que le mouvement s'est plutôt politisé, que ça a été un mouvement social à l'image notamment du Y'en a marre du Sénégal, mais également du Balai citoyen, et même à l'époque notamment de la Guinée en 2006-2007, c'est quand même les syndicalistes qui ont fait qu'il y a eu ce changement en Guinée, et pourquoi pas ce retour vers notamment à l'état de droit en Guinée en termes de démocratie. Est-ce que ça n'a pas été la grosse bourde du FNDC de se laisser un peu, c'est pas dirigé par vous politiques, qui après, chacun d'entre vous a cherché à sauver ses intérêts? Non. Par certains politiques, là je peux être d'accord. Hein? Même vous également, parce que... Il y avait un comité de pilotage qui était pratiquement la structure dirigeante du FNDC, où vous aviez pratiquement certains partis politiques
qui ont influencé d'une manière ou d'une autre la vie du FNDC. Dans votre parti, parce que Non, vous, au départ, vous n'étiez pas membre du FNDC. C'est dernièrement que vous avez rejoint le mouvement. Voilà, même nous, on a forcé la porte. Ah, ce qui veut dire qu'on vous a difficilement accepté au sein du FNDC? Bien entendu, parce que nous n'avons jamais été membres du comité de pilotage. Et c'est à ce niveau-là que certains dirigeants politiques et le coordinateur se retrouvaient pour prendre des décisions. Et les autres n'étaient qu'informés. Il va de soi que les intérêts politiques étant mis en avant, il faut comprendre que dans ce cadre-là, le FNDC avait du mal à être en adéquation avec les intérêts majoritaires de la population. Parce que d'ores et déjà, il fallait comprendre que la question de la Constitution n'était pas simplement une question de l'opposition. C'était une question qui concerne l'ensemble des citoyens guinéens, y compris ceux qui étaient à la mouvance. Mais en faire comme une structure opposée de manière frontale politiquement au pouvoir en place, c'était rejeter une bonne partie d'une opinion qui ne voulait pas d'un changement constitutionnel et qui pourtant était de l'autre côté du pouvoir. Alors, on va aborder à présent de ce sujet très important, d'ailleurs qui suscite assez de débats au sein de l'arène politique en Guinée. C'est cette question notamment de la légitimité du nouveau chef de file de l'opposition, disons quand même l'accord de ces statuts. D'autres continuent à tuer notamment Mamadou Sylla dans son orgueil parce qu'ils estiment qu'il ne répond pas aux critères pour être chef de file de l'opposition. D'ailleurs, au niveau de l'Assemblée nationale des députés, annonce la mise en place d'un collectif parlementaire pour enclencher la démarche notamment de destitution de Mamadou Sylla. Un autre parti d'ailleurs, un autre député brandit une plainte contre le président de l'UDG pour notamment avoir brillé dans l'usurpation du titre en s'octroyant le titre de chef de file de l'opposition. Alors, vous qui êtes membre de ce cabinet contre vents et marées, il y a une question sur laquelle je voudrais vous demander d'entrer en parlant de Mamadou Sylla. Mais qu'est-ce qui s'est passé, M. Bahouri, entre-temps? Parce que vous avez combattu la nouvelle constitution, vous n'avez pas accepté de participer à l'élection présidentielle, mais vous acceptez d'appartenir à un cabinet issu de cette Assemblée nationale et grâce au référendum, notamment du 22 mars. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bien, il faut qu'on soit clair dans ce pays. Beaucoup de gens qui parlent, en principe, ils devraient essayer de faire preuve de beaucoup plus de sens d'humilité et peut-être même de choisir, disons, les termes de leur expression. Vous avez eu des législatives dans un contexte qui a été particulièrement violent. Vous avez eu une présidentielle qui a validé, parce que beaucoup de ténors de l'opposition qui étaient membres du FNDC ont participé à cette élection. En participant à cette élection, on valide... Que vous l'avez dénoncé. Bien entendu. On valide de fait tout ce qui a été fait en amont. Donc, l'élection présidentielle... Vous voulez me dire que la participation des ténors de l'opposition à la présidentielle confirme, valide de facto l'Assemblée nationale et la nouvelle constitution issue du 22 mars. Le fichier électoral qui a été utilisé et qui pose de sérieux problèmes, valide la Constitution, parce que c'est sur la base de cette nouvelle Constitution qu'ils ont eu à faire acte de candidature. Et en d'autres termes, c'est comme si... Certains vous diront que c'est sur la base du code électoral et non de la nouvelle Constitution. Bon, c'est ce que certains disent. Peu importe les arguments, lorsque vous avez fait quelque chose, assumez totalement votre responsabilité. Bien, on avance. À ce niveau-là. Donc c'est pour dire que tout a été validé par tous ceux qui ont été au présidentiel du 18 octobre. Ceux qui étaient aux législatives, ils peuvent avoir un argument en disant « Nous avons été candidats sur la base de l'ancienne constitution de 2010. Et que par la suite, il y a eu un report et on nous a imposé un référendum le jour même de l'élection. » Donc, de bonne foi, on peut dire à cela qu'ils ont été, d'une manière ou d'une autre, mis devant un fait accompli. Bref, je ne rentre pas dans ces considérations puisqu'on savait que de toutes les façons, l'objectif c'était d'aller dans ce sens. La communauté internationale, la communauté régionale, tout le monde a pris acte que M. Alpha Condé est le président de la République de la Guinée. Nous aussi, nous avons pris acte
de cela. Et dans les faits, c'est cela également. Le principe de réalité qui décide aujourd'hui en Guinée, c'est Alpha Condé. C'est Alpha Condé, donc il est le président de la République de Guinée. On prend acte. Donc, en fait, vous n'êtes pas dans l'utopie, ni dans le rêve, vous êtes réaliste. Je prends acte de cette réalité et nous préparons dans un contexte qui est relativement difficile, le présent et le futur, avec les instruments et les moyens disponibles et qui ont le mandat de la légalité et de l'institutionnalité. Je reviens sur la question, M. Ba. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé au sein de ces cabinets? D'abord, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, vous n'avez aucun siège à l'Assemblée nationale, vous avez combattu cette Assemblée nationale, vous n'êtes pas parti à l'élection présidentielle, vous étiez membre du FNDC. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé au sein du cabinet de Mamadou Sylla? Bien, nous avons pris acte que tout ce qui a été fait a été validé par d'autres. Nous n'avons pas participé. Oui. Nous avons été très clairs dès le début. Mais nous n'allons pas croiser les bras et bouder dans notre coin en disant nous ne sommes plus d'accord avec ça, on va regarder notre pays évoluer n'importe comment. Alors que l'avenir nous interpelle et surtout le présent. Ouais. Donc nous avons pris acte et lorsque El Hadj Mamadou Sylla, chef de file de l'opposition, a fait une tournée, il a écrit à tous les partis politiques qui sont de l'opposition pour demander une rencontre. Nous avons accepté avec volontiers de le rencontrer. Alors, il est venu à notre siège, nous en avons discuté et nous lui avons fait connaître nos préoccupations principales. Nos préoccupations, pratiquement, c'est sur 3 points, pour ne pas allonger. Premièrement, il y a des détenus politiques qui vivent un contexte difficile. Deuxièmement, les frontières sont fermées. Troisièmement, le vivre ensemble est menacé. La cohésion nationale est dans une situation difficile. Notre problématique, comment faire pour que notre pays puisse évoluer dans la paix, dans la cohésion. Donc, il faut qu'on recherche les voies et moyens de résoudre principalement les problèmes que nous nous sommes créés. Donc, vous avez trouvé dans les ambitions de Mamadou Sylla ces 3 préoccupations. Bien entendu, cette volonté également d'aller dans ce sens. À partir de ce moment-là, il va de soi que les choses sont allées vite. Moi, je préfère me donner la main avec quelqu'un qui dit qu'il veut faire en sorte que la Guinée s'apaise, que les Guinéens s'entendent, que les diversités s'expriment dans un cadre d'une démocratie apaisée et conviviale. Quelle que soit la personne d'où elle vient, si elle a ses ambitions, je marcherai ensemble avec cette personne pour que mon pays avance, pour que mon pays progresse, pour qu'on n'ait plus de détenus politiques, pour qu'on n'ait plus ces personnes qui sont tuées dans le cadre de manifestations et qu'il y ait une culture qui permet, lorsqu'on veut dire des choses au pouvoir en place, on a la capacité et les moyens de les leur dire ouvertement et que ceux-là aussi soient à l'écoute pour accepter des points de vue qui ne sont pas de leur fait, mais la nécessité de faire évoluer la Guinée dans la paix, dans la cohésion, nécessite de part et d'autre cet échange. On va revenir notamment sur ces différentes préoccupations qui, selon vous, existent d'ailleurs notamment en lettre de modeste en ce qui concerne notamment les ambitions de Mamadou Sylla. D'ailleurs, votre mémorandum adressé au chef de l'État en fait foi. On va revenir là-dessus. Mais là, par rapport à vous, il y a quand même vos détracteurs qui estiment que aujourd'hui vous étiez notamment président du parti, c'est pas UDD, et si je ne me trompe. Après, vous êtes à la tête notamment de l'UDRG. Alors, ils estiment que vous êtes ces leaders qui surfent sur des opportunités, mais que vous voulez plutôt vous inviter à la soupe en étant membre de ce cabinet, et pourtant que vous avez dénoncé, combattu de toutes vos forces et de toutes vos énergies. Est-ce qu'aujourd'hui, face à ces critiques, vous n'êtes pas amené à vous dire c'est le moment n'a pas été opportun pour vous d'être dans ce cabinet de Mamadou Sylla? Non, tout ça. Vous savez, il y a des gens dans ce pays, ils voient les autres selon leur propre image. Ils ne font rien pour rien. Il faut qu'ils gagnent quelque chose pour faire quelque chose. Moi, dès l'âge de 20 ans, je suis en politique. J'ai fait la prison pour sortir des gens de prison ici. Nous avons
combattu pour que ce pays aille dans le sens de la démocratie. Et je suis heureux de dire aujourd'hui à tous ces gens-là qui ont une mémoire courte que s'il y a eu les changements démocratiques en 2010, en première ligne, j'étais dans ce combat-là. Et nous avons fait de telle sorte, nous avons mobilisé la population guinéenne pour défendre les valeurs démocratiques. Et qu'est-ce que ça m'a coûté? Je n'ai pas l'habitude de le dire, mais ça m'a coûté l'exil pendant 5 ans. Ça m'a coûté d'être insulté, bafoué, vilipendé par des gens à qui j'ai mis, je les ai attirés dans le parti que j'avais créé, alors qu'eux, ils étaient dans les cercles gouvernementaux ou ils étaient dans les cercles administratifs en préparant leur carrière. C'est nos petits sous dans nos activités professionnelles qui ont fait que certains partis et certaines organisations sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, de grâce, la soupe. Mais là, Mamadou Sylla n'a pas de soupe. Ah non, mais il y a les 500 milliards. Il y a les 500 milliards de francs guinéens qui vous attendent. Je comprends bien. Non, mais quand même, il y a de l'argent qui vous attend, monsieur Ba. Je comprends bien. Oui, aujourd'hui, vous n'êtes pas en fonction. On estime que vous n'êtes dans aucune institution. Donc, du coup, vous cherchez. Il faut quand même profiter parce qu'il y a quand même de l'argent qui vous attend. En tout cas, j'ai été de retour d'exil pendant 5 ans. Je n'ai pas été ministre, contrairement à ce que certains racontaient, qu'il est venu pour ceci, pour être ceci, pour être cela. Je n'ai pas été ministre, je n'ai pas été député. Et j'ai fait faire des députés dans ce pays. Des gens existent aujourd'hui parce que nous avons fait ce qu'il fallait faire pour qu'ils existent. Donc, de grâce, nous parlons d'autre chose au lieu de parler de sous. Nous avons des convictions pour notre pays. C'est comme le soldat. Vous croyez que les soldats qui vont se battre pour sauvegarder la souveraineté nationale, c'est pour des petits salaires, que c'est pour ça qu'ils se battent? Ils ont une conscience nationale, ils ont une conscience patriotique, ils ont un sens élevé de l'intérêt du pays. Si vous pensez, certains pensent que quiconque fait quelque chose dans l'espace public, c'est uniquement pour de l'argent, cela veut dire que cette société ne peut pas aller loin. Bien, vous l'avez compris, et notamment c'est la réplique sanglante du président de UDRG à ses détracteurs, notamment par rapport à son appartenance au cabinet. Et je suis heureux d'appartenir à ce cabinet parce que ça me permet d'élargir ce que nous voulons faire pour changer la manière de faire la politique dans ce pays. On reviendra parce que nous considérons que beaucoup de gens, vraiment, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes valables qui préfèrent se réfugier dans les coins et laisser les tonneaux vides faire du bruit au détriment des intérêts de la population. Bien, c'est la réplique de Bahouri, notamment ses détracteurs par rapport à son appartenance au cabinet du chef de file de l'opposition, qui d'ailleurs fait l'objet d'une certaine, notamment procédure judiciaire pour sa destitution. Il faut dire qu'on annonce même la mise en place d'un collectif parlementaire du côté de l'Assemblée nationale pour déclencher la procédure. Quelle est la position notamment du cabinet de Mamadou Sylla sur ces procédures annoncées? La réponse à cette question, ça sera juste après cette courte pause. De retour dans cette émission pour la troisième et dernière partie de l'émission Starcom, une émission, vous le savez, qui vous aide à déplumer l'actualité guinéenne. C'est pour vous permettre de prendre position avec responsabilité sur les sujets de l'actualité guinéenne, mais aussi une émission, il faut dire quand même, qui permet à nos invités d'aller au-delà de leurs explications parce que ça viendra dans tous les sens. Alors, monsieur Ba, on continue de parler de ce poste, notamment chef de file de l'opposition. Alors, vous avez quand même entamé assez de démarches. Vous avez été reçu par des institutions, des partis politiques et même par le président Alpha Condé. Mais jusqu'à présent, on a l'impression que Mamadou Sylla souffre toujours d'unanimité. Alors, vous, en tant que membre du cabinet du chef de file de l'opposition, quelle est votre lecture sur tout ce débat autour de la légitimité et même de cette destitution annoncée de Mamadou Sylla? Bon, déjà, ce que je dois dire, il faut avoir une preuve formelle qu'il y a un acte en bonne et due forme qui est engagé à cet effet. Il ne faut pas... Non, il y a une plainte qui devrait être déposée vendredi dernier. Non, tout cela, c'est du vent, c'est du bruit pour se faire voir, pour se faire entendre. Vous avez dit que El Mamadou Sylla, chef de file de l'opposition, souffre d'un... Non, c'est des semble. Semble souffrir. Voilà, parce que s'il y a des députés même à l'Assemblée nationale qui... Attendez.
La semaine dernière, nous étions en visioconférence avec le chef de file de l'opposition du Burkina. Et ce dernier, M. Edi Kompoego, sera invité dans les prochaines semaines en Guinée. On parlera de cette ambition de Mamadou Sylla, de la création d'une opposition ouest-africaine. Laissez-moi. On va revenir sur ça après tout à Laissez-moi l'heure. continuer. Et le chef de file de l'opposition a reçu en audience la représentation diplomatique des États-Unis d'Amérique en Guinée. A reçu en audience la représentation diplomatique et l'ambassadeur du royaume chérifien, du royaume du Maroc en Guinée. Une audience était prévue avec le doyen du corps diplomatique, qui est le représentant de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est les démarches. Ça, c'est les démarches. Ce ne sont pas des démarches. Un ambassadeur ne va pas rencontrer quelqu'un si cette personne n'est pas de fait reconnue comme telle. Sauf que le problème, M. Ba, il faut que l'Assemblée nationale n'a fait aucune déclaration dans ce sens. C'est seulement M. Damao qui a pris acte. Le bureau de l'Assemblée nationale ne s'est pas exprimé là-dessus. Excusez-moi. Oui. C'est en Guinée qu'on veut marcher toujours par la tête. Ce n'est pas pour rien que ce pays qui a tous les atouts est le dernier en Afrique. C'est parce que les Guinéens veulent toujours marcher par la tête. Et malheureusement, cette descente aux enfers s'est accélérée avec, disons, la propension d'une certaine catégorie de gens à intervenir sur le champ politique. Ça, c'est un... Parfois, je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas sur une autre... Est-ce que vous comprenez le fait que les gens reprochent à Mamadou Sylla de ne plutôt... parce que selon eux, il n'est pas un opposant, il est plutôt un allié du président Alpha Condé parce qu'il a soutenu sa candidature en 2010. 2015 également, Mamadou Sylla était avec Alpha Condé, mais aussi en 2020, il a également soutenu la candidature d'Alpha Condé et... Plus grave, selon eux, Mamadou Sylla n'a pas fait cette déclaration d'appartenance à l'opposition. Est-ce que là également, ce n'est pas des arguments sur lesquels quand même... Ce sont des arguments qui ne sont pas fondés. Ce sont 2010, il était avec le candidat du RPG Arc-en-Ciel. 2015, il n'était pas avec le candidat du RPG Arc-en-Ciel, il était avec le candidat de l'UFDG. Il a appartenu au cabinet du chef de file de l'opposition d'alors. Et jusqu'à présent, il est allié au parti, à l'UFDG. Mais en 2020 ? Non, en 2000. Jusqu'à présent, l'alliance entre l'UDG et l'UFDG demeure. Ça n'a pas été dénoncé par qui que ce soit. Donc, et puis la déclaration, elle a été faite en bonne et due forme. Tous les actes nécessaires pour, en conformité avec la loi statuant l'existence d'un chef de file de l'opposition, a été rempli. Donc, il faut que la presse également... non, mais sauf que ça n'a pas été rendu public, parce que moi, vous venez de me l'apprendre. Normalement, mais ceux qui racontent des choses, la presse doit exiger. Donnez-nous des éléments qui prouvent que ce que vous dites a un fondement de vérité. Il faut qu'ils le disent. Donc, je ne veux pas rentrer dans ce faux débat qui n'en est pas vraiment utile. Moi, ce qui m'intéresse... Alors parlons de l'utilité. Monsieur Ba, est-ce que vous n'êtes pas gêné, juste un petit instant, avec tout le background que vous avez, tout le parcours politique que vous avez, notamment, et même le CV politique, on le veut ou pas, vous êtes un des renards politiques de la Guinée, qui a assisté à toutes les phases de l'évolution sociopolitique de la Guinée, que vous appartenez quand même à un cabinet où est Mamadou Sylla, qu'on connaît quand même en termes de niveau intellectuel, en même d'appartenance, que vous soyez quand même dans cette... Est-ce que vous n'êtes pas gêné quelque part? Non, vous êtes en train de faire un faux procès. Non, je me pose des questions. Non, je veux être clair. Vous êtes en train de faire un faux procès. Et en s'attaquant à une personne. Non, je ne m'attaque pas. Attends, non. Oui. Il y a deux choses. Vous ne vous êtes pas attaqué au statut du chef de file de l'opposition, qui est une institution. Vous vous attaquez à la personne qui est actuellement le chef de file de l'opposition. En termes de leadership, en termes de leadership. Et même de maîtrise du sujet. Oh là là. Quelqu'un qui a été président du patronat. Quelqu'un qui a investi dans ce pays. Quelqu'un qui a été très proche pendant de longues années
à l'ancien président de la République, le général Lansana Conté. Et qui a, de par ce biais-là, a acquis une expérience et une proximité avec la manière dont les choses publiques sont gérées aussi bien en Guinée qu'à l'étranger. Quelqu'un qui a contribué à faire nommer ou a contribué à faire démettre un premier ministre. Quelqu'un qui, de par sa nature, est représentant type de l'écrasante majorité, disons, des notables et des hommes qui existent dans ce pays. C'est un homme d'affaires qui peut-être n'a pas eu les chances de pousser ses études scolaires aussi loin que d'autres, mais qui est un lettré en arabe. Il a prospéré, il a acquis l'expérience. Beaucoup de nos commerçants qui ont ce même prototype. Donc, vous voulez dire que ceux-là n'ont pas de droit d'être députés, d'être même à des niveaux beaucoup plus élevés que cela. C'est faire une insulte à ceux et à celles qui constituent l'écrasante majorité de la population guinéenne et qui créent la richesse dans ce pays. Quel est le super diplômé qui peut faire prévaloir ce que cette population de commerçants, d'hommes d'affaires qui ont été dès le début à l'école coranique, qui par la suite sont sortis avec des petits sachets, une petite table, petit à petit, qui ont construit des fortunes immenses. Comment pouvez-vous dire que ceux-là ne sont pas en mesure d'avoir le leadership nécessaire pour être à des niveaux de... Donc, vous êtes à l'aise avec Mamadou Sylla? Bien entendu, parce que c'est un homme franc, il est stratège, et puis c'est quelqu'un qui a un amour pour ce pays et il se bat dans ce sens. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'autres qui sont en train de jaser à gauche et à droite. Qu'est-ce que vous voulez dire, M. Ba? La question, il faut respecter les gens. Ça, c'est la question principale. Vous pouvez ne pas aimer une personne, mais respectez-la. Et à partir de là, le reste, on peut discuter sur, comment on appelle ça, ses points de vue. Alors, on revient notamment... Et je dois dire, beaucoup plus sont jaloux de monsieur... Non, mais M. Ba, quand même, jaloux. Parce que ce qui les intéresse, c'est les 500 millions. C'est ça qui les intéresse. Mais aujourd'hui, les 500 millions ne seront pas gérés comme ceux d'autres l'ont géré. Il y a des programmes, il y a des projets qui vont être déclinés et qui concerneront l'ensemble des formes d'opposition pour qu'on puisse faire en sorte que la politique soit vécue autrement. Bien. Et au-delà de ça, les 500 millions permettront de faire en sorte qu'il y ait des activités en attendant que la cagnotte tombe, hein, parce que jusqu'à présent... moi, ça me désole. On dirait qu'en Guinée, les gens ne sont intéressés qu'à l'argent. Alors, et donc, on revient sur l'essentiel. C'est pour cela, lorsqu'un ministre vide les caisses de l'État, au lieu que les gens se révoltent par rapport à cette situation, les gens disent, ah, lui, il est béni. On vole, on achète des immeubles, et puis après, lui, au moins, il est béni. Donc, comme si les autres qui suent, qui font la richesse, qui ne bénéficient de rien, sont les maudits. Il faut que les choses changent dans ce pays. Il faut que les mentalités évoluent. Il faut respecter les gens et il faut saluer ceux et celles qui vivent avec honnêteté et qui ont des convictions pour leur pays. On revient sur l'essentiel. Revenons notamment sur ce mémorandum, parce que vous l'avez dit ici, hein, notamment que ça a été le motif de votre participation à ce cabinet. Notamment, on parle de la réouverture notamment des frontières, la libération des détenus politiques et pourquoi pas l'ouverture d'un dialogue. Mais au sortir de votre rencontre avec le président Alpha Condé, le discours de Mamadou Sylla, c'est le fait de l'opposition, ne laisse quand même assez de personnes sur leur faim, parce que on a plutôt eu l'impression d'un chef de file de l'opposition qui est dans la ligne de mire de pouvoir, parce que jusqu'à présent Alpha Condé refuse de reconnaître qu'il y a des prisonniers politiques, et Mamadou Sylla, dans son argumentaire, semble soutenir les propos du président de la République. Donc, alors, que dites-vous de ceux qui pensent que vos différents objectifs ne semblent pas être possibles, notamment de les atteindre, parce que tout simplement, voilà, c'est Mamadou Sylla à la lecture plutôt. Non, mais allons droit au but. Oui. Barry, quelqu'un qui va à la maison centrale rencontrer les détenus,
est-ce qu'on peut douter de sa bonne foi et de sa volonté de faire avancer le dossier des gens qui sont en prison? Sauf que Mamadou Sylla n'a jamais parlé de détenus politiques. Oh là là, vraiment, excusez-moi, mais ça n'a pas d'intérêt. Ok. Ça n'a aucun intérêt. Le chat est le chat. Que vous l'appeliez d'une manière ou d'une autre, le chat est le chat. Bien. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut être intelligent, sérieux et savoir qu'on est dans une posture de négociation. Ah oui, il ne faut pas aller à l'affront dès maintenant. Est-ce que vous voulez que les gens restent tout le temps en prison? Non. Est-ce que vous voulez qu'on épouse le discours de ceux qui ne veulent pas que ces gens-là sortent? Est-ce que vous voulez qu'on ferme déjà la porte susceptible de faciliter la sortie de ces personnes et de permettre de résoudre d'autres problèmes? Est-ce que c'est ça que les gens veulent? Moi, je veux que les personnes qui sont en détention puissent recouvrer leur liberté. Je veux que les frontières soient réouvertes pour permettre la libre circulation des biens et des personnes et en conformité avec la charte de la CEDEAO. Si vous voulez qu'on échoue, qui va gagner? Qui va gagner? Si vous voulez la personne avec laquelle il faut discuter, qu'il faut négocier, si vous voulez qu'on la heurte, mais qui va être perdant? Il faut que les gens réfléchissent. Il y a des gens qui ne veulent pas que ces détenus sortent. Ils sont en train de distribuer de l'argent par-ci, par-là, pour faire crier une cette confusion. Dernière question pour terminer. Alors, que diriez-vous de la réaction notamment de ces détenus politiques? Parce qu'il faut rappeler que lors de cette visite, Mamadou Sylla a proposé ou a donné une enveloppe de 10 millions qui a été rejetée. C'est faux. Parce que j'y étais. Oui. C'est faux. Et là, Chérif Ba, dans les normes des prisons, n'a pas le droit de recevoir quoi que ce soit sans que cela ne passe par le régisseur de la prison. Donc, là, Chérif Ba a dit au régisseur de récupérer le montant et en conclusion, il a dit de distribuer ça aux détenus qui en ont besoin et c'est ce qui a été fait. Il faut que les gens... Et ceux qui racontent qu'ils ne sont pas des nécessités, qu'ils auraient refoulé l'argent, c'est des racontards. Parce que vous les étiez. Ce sont des bêtises. Et c'est une insulte pour ceux qui sont en détention. Ouais. Et qui étaient heureux qu'au moins qu'il y ait des gens dehors qui s'intéressent à eux. Et ils souffrent de solitude, ils souffrent de beaucoup de choses. Et au moins, ils ont su qu'il y a des gens qui sont en train de se battre pour faire en sorte que leurs conditions de détention s'améliorent et qu'il y ait des actions susceptibles d'encourager le processus politique pour leur permettre de retourner auprès des siens. Et aujourd'hui, vous avez entendu la déclaration du ministre garde des Sceaux de la Justice pour indiquer que les personnes en détention ont la possibilité de rencontrer les familles, que les soins qui leur sont accordés, ils peuvent même faire appel à leur médecin traitant pour permettre aux gens, aux uns et aux autres, d'avoir un peu plus de confiance. Et ça a été l'une des promesses d'Alpha Condé lors de votre visite, parce qu'il a dit quand même qu'il va donner instruction. Donc, on peut mettre l'atout là sur l'actif de Mamadou Sylla. Ce que le président a dit par rapport à ça, c'est off, on ne peut absolument rien dire. Ce qui nous importe... Mais quand même, l'acquis vient après votre visite. On ne peut pas quand même occulter le fait que... Voilà, et même s'il y a d'autres qui interviennent par ailleurs, l'essentiel, que les conditions de détention s'améliorent, que les conditions permettant que tout ce monde-là recouvre rapidement leur liberté, c'est mieux pour l'intérêt du pays, c'est mieux pour la cohésion nationale, et c'est comme si ceux qui parlent ne veulent pas que ces gens-là sortent. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire avec notre invité, même si le débat est long, parce qu'il y a assez de choses à dire avec Baoré sur le plateau de l'émission Starcom, mais ce n'est que partie remise, car nous sommes pris par le temps et la télé, c'est du temps. Monsieur Ba, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci d'être passé dans cette émission. J'espère qu'on reviendra. Sur la scène politique, jugeons les faits. C'est ça qui importe. Jugeons l'action des uns et des autres et ne nous mettons pas des œillères en prêtant des intentions
alors que parfois ça ne correspond pas du tout à la réalité. Voilà, c'est sur ce mot du président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG, M. Baouri. C'est la fin de ce numéro de l'émission Starcom. On reviendra sur cette émission, dans cette émission avec d'autres acteurs de la vie sociopolitique de la Guinée. Surtout, ne quittez pas sur cette télé, car le meilleur reste à venir et les programmes de la télé du 21e siècle restent diversifiés et très riches. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec deux invités. Merci pour votre attention et surtout, au revoir. Prenez soin de vous.